Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Depuis 2 semaines, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a été réorganisé en passant de 4 à seulement 2 secteurs. Alors qu'est-ce que cela change concrètement? On fera le point avec le directeur adjoint qui est notre invité aujourd'hui, Guillaume Fluck. Bonjour. Bonjour Mme Mitran. Et merci de participer à cette émission. Vous allez pouvoir tout nous expliquer tout à l'heure. Dans un tout autre registre, on parlera aussi de l'âge pour passer le permis. Les internautes notamment sont exprimés sur la question et toi Marie-Morgane, tu vas pouvoir nous lire quelques-uns de leurs commentaires. Coucou. C'est ça, salut. On évoquera aussi plusieurs chantiers en cours. Il y en a beaucoup au CHS, il y en a aussi à l'église de Neufgrange et puis le cœur de Lixin-les-Roulins est en chantier. Laurie Couteau est d'ailleurs sur place pour nous détailler le projet. Bonjour Laurie. Coucou Julia. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure à Lixin. Alors oui, depuis septembre 2018, le centre du village est en travaux au niveau de la rue principale. Malgré les intempéries, ça avance bien. Aujourd'hui, les ouvriers ont continué de poser des pavés sur les trottoirs en face de l'église pour embellir et unifier le centre du village. Il reste encore quelques étapes que vous pourrez découvrir dans un reportage tout à l'heure. Et la maire de la commune vous donnera quelques informations sur ce projet. Merci Laurie et merci à Uranie qui est avec toi à Lixin. Donc on revient vers vous dans quelques instants. Le temps notamment de faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Feu d'appartement rue de la Charrue à Sarreguemines. Hier, vers 16h10, les sapeurs-pompiers ont très rapidement maîtrisé l'incendie. Aucune propagation n'a eu lieu et les dangers ont très vite été écartés, même si l'appartement est complètement détruit. Il semblerait que le feu soit parti d'un sèche-linge. Aucune victime n'est à déplorer. Une femme de 38 ans et son enfant de 8 ans ont été pris en charge. Ils avaient inhalé de la fumée. Leurs animaux de compagnie, 2 chats et un furet, ont également été sauvés des flammes. De plus en plus d'adeptes des balades thermiques. Les habitants montrent en effet beaucoup d'intérêt pour les économies d'énergie. Ces balades permettent d'observer les pertes de chaleur grâce à une caméra thermique. Elles sont aussi l'occasion d'en savoir plus sur l'isolation de leur maison et d'avoir des pistes d'amélioration. Pour obtenir des conseils gratuits, vous pouvez contacter un conseiller Espace Info Énergie. Coup de neuf à l'église Saint-Michel de Neufgrange. Après 250 ans d'existence, le conseil de fabrique a décidé de faire des travaux de rénovation. Après le gros œuvre fin 2018, place à la pose des carreaux de granit. Coût des travaux 21 000 €, payés grâce au financement du conseil de fabrique et de la commune et des dons des paroissiens. Ces derniers devraient pouvoir assister aux messes courant mars dans cette église. Le Phase Boob édition 2019 est disponible. Le journal satirique du carnaval de Sarreguemines est désormais rédigé par l'association Les Amis du Phase Boob, présidée par Jean Schwing. Dans cette revue humoristique, on retrouve évidemment des commentaires sur les élus, les différents projets mis en place en 2018 à Sarreguemines et au Pays de Bitche, déménagement de l'office de tourisme, redynamisation du centre-ville, le CIDEM, les médias, toute l'actualité est tournée en dérision. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Aglo. Et côté météo, ça s'améliore. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, la journée démarrera avec des brumes et brouillards, mais cette grisaille disparaîtra doucement au courant de la matinée et laissera sa place au soleil l'après-midi. Les températures seront comprises entre 1 et 13 degrés. Demain, nous serons le mercredi 20 février et nous fêterons les aimés. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 18h. Et l'image du jour nous est envoyée par Charles Schaeffer. On peut apercevoir l'étang de Saint-Louis-les-Bitches sous la brume. Merci à vous pour la photo et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous. Lixin-les-Roulins remet son centre-bourg à neuf. Ce matin, les ouvriers de l'entreprise Klein de Dibelin continuaient de poser des pavés sur le trottoir en face de l'église. Le point sur ces travaux en images. Petite mise en beauté pour la commune de Lixin-les-Roulins.
Depuis septembre 2018, le centre-village est en travaux. Plusieurs étapes ont déjà été réalisées comme l'enfouissement des réseaux électriques et la remise à neuf du réseau d'eau potable. Les ouvriers ont ensuite posé des pavés sur les trottoirs en face de l'église pour unifier le centre-village. On n'a pas eu de difficultés particulières. On a eu une période d'intempéries en début janvier qui nous a ralenti sur 15 jours. Mais mis à part ça, les travaux se déroulent bien. Quant au monument aux morts, il a été déplacé de quelques mètres pour laisser place à la construction d'un parking. Il reste tout le parvis de l'église à poser, tout un parking à créer encore à côté de l'église et encore toute la patte d'oie devant l'école, le périscolaire et au-dessus de l'église. L'ensemble de la voirie et le parvis de l'église devraient être remis à neuf avec un revêtement minéral naturel. Des pavés seront également posés à l'entrée du village pour ralentir les automobilistes. Les poteaux électriques seront quant à eux bientôt enlevés. D'ici 4 ou 5 mois, l'ensemble des travaux devrait être terminé. Et qu'est-ce que ces travaux vont changer pour le centre-bourg de Lixin-les-Roulins? Quelques éléments de réponse avec Christiane Malik, maire de la commune. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Alors quels sont les différents aspects de ces travaux? Alors les aspects de ces travaux, c'est surtout de valoriser le centre-village, de le rendre plus attractif, donc de mieux pouvoir circuler au niveau piéton et aussi au niveau sortie d'école, donc pour sécuriser la sortie d'école. D'accord, et au niveau des places de parking et au niveau de l'esthétique, qu'est-ce qui a été fait? Alors au niveau de l'esthétique, il y aura des pavés en pierre naturelle, donc au centre, vraiment au centre, et il y aura moins de parking juste au centre, mais il y aura une place aménagée pour des parkings devant le monument aux morts. D'accord, et quel est le coût de ces travaux? Alors le coût de ces travaux pour l'ensemble, depuis le début avec la rénovation du réseau d'eau, on approche les 650 000 € hors taxes, et donc il y aura 220 000 € de subventions. D'accord, et qui subventionne? Alors, donc il y a le département, donc une subvention Amiter, donc une subvention DETR et aussi les fonds de concours de la casque. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors il faut savoir que la commune de Lixin-les-Roulins a aussi d'autres travaux en cours comme le pôle de soins paramédicaux. Il y a des travaux à Neufgrange aussi, mais cette fois à l'intérieur, dans l'église. Décidés par le conseil de fabrique et démarrés mi-novembre, ces travaux vont donner un nouvel éclat à cet édifice au niveau de l'autel. Après 3 semaines de travaux de gros œuvres et un temps de séchage d'environ 6 semaines, la partie pose de carreaux de granit est désormais en cours. Reportage de Claire Penrat et Uranie Tozic. Plus de 250 ans d'existence et forcément quelques rénovations à faire. Dans l'église de Neufgrange, c'est au niveau de l'autel et de ses marches d'accès qu'un problème de dallage a été décelé. En effet, les carrelages au niveau du sol se soulevaient, d'autres étaient fissurés, ce qui mettait en péril la sécurité des fidèles. Tout a donc été démoli à cet endroit, puis reconstruit correctement jusqu'aux fondations pour reprendre des bases solides et saines. Un chantier conséquent, tout comme la main-d'œuvre. Tous les travaux de gros œuvres ont été réalisés par une entreprise de maçonnerie, une entreprise Flauder. Et en fait, après tous les préparations, les travaux de bâchage, c'est les bénévoles du conseil de fabrique. Et actuellement, les travaux au niveau de la pose des éléments de granit est assuré par monsieur Klein Michel de Neufgrange, un ancien carreleur à la retraite et qui fait ses travaux bénévolement. Et il est accompagné d'un membre du conseil de fabrique, monsieur Hubert Garnier. Travailler dans ce type d'édifice n'est donc pas évident, surtout quand c'est la première fois. Le carreleur et son coéquipier, chargés de la pose du granit, ont donc dû s'adapter, notamment sur le plan matériel. On a pris les produits adaptés pour la pose sur béton, donc c'est-à-dire un primaire spécial et une colle spéciale flexible adaptée au béton. Autre difficulté, le caractère sacré du lieu. Tous les objets présents dans l'église devaient être protégés et le sol manié avec dextérité. La dernière étape est en cours, sans compter la partie nettoyage, mais cette dernière est essentielle et indispensable avant la réouverture au public. Quand tout sera fini, il faudra qu'on remette un grand coup de nettoyage. On a déjà commencé, on a déjà enlevé le plus gros, mais le reste à faire quand même. Donc il faudrait qu'on puisse avoir beaucoup de volontaires. On définira une date pour remettre l'église en état, pour qu'elle soit
de nouveau propre et belle de partout, quoi. 21 000 € ont été dépensés pour les grosses œuvres et 8 300 pour le carrelage. Les financements proviennent du conseil de fabrique et des dons des paroissiens, mais aussi de la commune. Pendant ces travaux, les fidèles profitent de célébrations à la chapelle et si le chantier se termine dans les temps, les messes et prochaines fêtes devraient reprendre courant mars au cœur de l'église. D'une pierre, 3 coups. En isolant davantage votre maison, vous pouvez améliorer votre confort, faire des économies et avoir une action positive sur l'environnement. Alors pour savoir si vous pouvez améliorer l'isolation de votre habitation, vous pouvez participer à des balades thermiques. Guillaume Dumonteil a participé à celle qui a eu lieu à Vitrin. C'est l'hiver, il fait froid, la météo est idéale pour se promener, dans le cadre d'une balade pour observer les pertes de chaleur. Caméra thermique au poignet, 2 conseillers expliquent à ses habitants de Vitrin le fonctionnement de cet équipement. Ils se sont inscrits à l'opération balade thermique pour connaître la qualité de l'isolation de leur maison et savoir quels sont les aspects à améliorer. Après avoir passé un moment à l'extérieur, les participants sont regroupés dans une salle pour analyser les résultats. En général, on constate les mêmes défauts dans les différentes maisons. Donc en général, on a les soucis au niveau des menuiseries, donc portes, fenêtres, des défauts d'isolation au niveau de la toiture et les ponts thermiques, donc dus au manque d'isolation par l'extérieur, donc sur les maisons anciennes. Pour améliorer leur confort, la situation de leur compte en banque et celle de la planète en réduisant leur consommation de chauffage, les habitants peuvent faire réaliser ces différents travaux, isoler l'extérieur de leur habitation ainsi que leurs combles en installant également une ventilation simple flux. Le budget moyen se situe en général entre 20 et 30 000 €. Donc après, ça dépend forcément des travaux que vous allez faire. Donc sur ce budget-là, vous pouvez bénéficier d'aides financières donc en fonction de votre revenu fiscal de référence et du nombre de travaux que vous allez faire. C'est la 3e édition de ces balades thermiques. Cet hiver, elles se déroulent dans 5 communes de la Casque et dans 5 localités de la CCPB. La saison se termine et le dernier rendez-vous sur le secteur de Sarreguemines aura lieu ce soir. Rendez-vous à 18h30 au Casino des Faïenceries. Les gens ne peuvent malheureusement plus s'inscrire car on a vite été complet. Par contre, ils peuvent toujours participer à la balade thermique et venir s'y intéresser, même s'ils ne verront pas forcément leur maison en photo. Ils peuvent quand même recueillir pas mal d'informations et surtout nos contacts et nos services. Pour obtenir des conseils gratuits sur la manière d'améliorer l'isolation de votre habitation, vous pouvez entrer en contact avec Benjamin Mélinger, conseiller espace Info Énergie, en l'appelant au 03 87 13 13 71. C'est ça qui est important de retenir. Et ce soir à 19h, vous avez surtout rendez-vous devant le palais de justice de Sarreguemines. Un rassemblement contre l'antisémitisme est organisé en écho à la manifestation prévue au même moment, place de la République à Paris. Dans un instant, on se penche sur la réorganisation du CHS de Sarreguemines et puis on vous emmènera en balade on tour au musée des mineurs à Petite-Rosselle. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Je m'appelle Erwan Lemarchand et je suis directeur énergie de la métropole européenne de Lille. Dans les transports, pour limiter l'impact sur le réchauffement climatique, les enjeux sont multiples. Depuis de nombreuses années, la métropole européenne de Lille est fortement mobilisée sur ce sujet. L'intégralité de sa flotte de bus urbains est motorisée au gaz naturel véhicule ou GNV depuis 2013. Le gaz naturel véhicule apporte une réelle plus-value en termes d'impact environnemental. Ça permet de limiter la pollution atmosphérique avec la baisse des émissions de particules fines et des oxydes d'azote. C'est lutter contre le réchauffement climatique avec 10 à 20% d'émissions de CO2 en moins par rapport au diesel et à l'essence. Et enfin, il améliore la qualité de vie de chacun, plus d'odeur, plus de fumée et moitié moins de bruit que les bus traditionnels. Remplacer le GNV par le bio-GNV, c'est réduire encore plus fortement les émissions de gaz à effet de serre. C'est disposer d'un carburant moins carboné et donc de maîtriser les coûts sur le long terme pour nos transporteurs. Et enfin, c'est permettre de développer une filière locale de production de biométhane pour alimenter la filière transport. Nous avons fait un choix de traitement des déchets ambitieux, en récupérant la matière organique des particuliers pour produire du biométhane et du compost. Aujourd'hui, c'est 40% de bio-GNV qui alimentent nos bus.
Nous sommes donc dans une démarche qui illustre avec succès la pertinence du GNV et du bio-GNV pour réussir la transition énergétique et écologique dans les transports. Un permis de conduire gratuit et accessible dès l'âge de 17 ans. Ce sont les mesures choc issues du rapport parlementaire de la députée LREM Françoise Dumas. Alors bien évidemment, l'État ne va pas financer le permis de conduire de tous les jeunes et il ne s'agit que d'un rapport parlementaire. Mais Aurélie Tozic et Guillaume Dumonteil ont voulu connaître votre avis sur ces questions et notamment sur la possibilité qui serait offerte aux jeunes ayant fait la conduite accompagnée de conduire seuls dès l'âge de 17 ans. C'est quelque chose qui devrait de plus longtemps être déjà fait. Ce serait mieux, on pourrait plus être indépendant. Moi je pense qu'à 17 ans, peut-être qu'on n'est pas encore assez apte à rouler seul, mais ça peut être quand même une bonne idée pour ceux qui savent bien gérer, se rouler, etc. Il y en a qui peuvent être aptes à rouler à 17 ans, mais d'autres ne sont pas forcément assez matures. Je vois pas forcément l'intérêt. Personnellement au lycée, j'avais pas spécialement besoin d'une voiture. On n'est pas vraiment dans des grandes villes et tout ça, c'est pas vraiment nécessaire. Je pense qu'il y a un âge où déjà on est prêt à avoir le permis, on en a besoin pour aller au boulot, pour se déplacer avec ses potes. Donc je pense que ça peut servir pour certains, mais de manière générale je pense que 18 ans c'est l'âge qu'il faut garder. Ça serait plus simple et en plus on aurait moins besoin de demander à nos parents de sortir et de nous ramener. Et du coup on pourrait sortir nous-mêmes et être plus indépendants. Je ne suis pas favorable à ça. Je trouve que c'est trop jeune, je vois trop de choses sur la route, je suis vraiment pas d'accord. Si les jeunes sont en service national universel ou en service civique, qu'est-ce que vous en pensez ça, de la possibilité de voir son permis financé par l'État ? Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça reste assez cher et il y en a qui ne peuvent pas se le permettre tout de suite ou les parents ne peuvent pas permettre de payer, donc ça peut être une bonne idée, oui. Ce serait beaucoup plus simple. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup moins à payer, tout ça, ce serait beaucoup mieux. C'est une sorte de facilité et moi je trouve si on a trop de facilité, on prend ça un peu comme un dû. Et là aussi, ça va avantager les uns et défavoriser les autres. Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, quand nous on a passé notre permis, on a dû travailler pour. Et les jeunes, en ce moment-là, ils ont encore des aides, des finances et tout ça. Je trouve normalement, si déjà ils veulent passer le permis, que c'est à eux de le payer. Voilà. Je pense que pour par exemple un jeune qui est en difficulté, qui n'a pas les moyens de se payer, comme des jeunes qui habitent en banlieue et tout ça, je pense que c'est ce qu'il faut, parce que le prix, je pense, c'est déjà assez cher, je le sais pour ma soeur qui l'a passé. Donc je pense qu'il faut, pour les personnes qui ont les moyens, ça reste à un prix qui leur vaille, et je pense pour les personnes qui ont des difficultés financières, qui doivent en plus financer leurs études, c'est mieux de le baisser. D'après moi, c'est une bonne idée. Comme ça permet à des jeunes de pouvoir s'engager et faire des gestes pour la France. Et puis de l'autre côté, ça peut nous aider à financer quelque chose qui est quand même assez cher, et qu'on ne peut pas tous se permettre de payer. Alors on l'a vu dans ce micro-trottoir, Marie-Morgane, les passants n'ont pas forcément tous plébiscité le fait de pouvoir éventuellement passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Qu'en pensent nos internautes? Alors c'est pareil, ils sont assez partagés, il y a des arguments pour et contre. Et comme dans le micro-trottoir, il y a quand même une tendance qui se dégage du côté des contre. Beaucoup de nos internautes pensent que les jeunes sont trop immatures à 17 ans, comme Lydia. Christelle a écrit « L'État veut limiter le nombre de morts sur les routes, alors ne va pas donner le permis à des ados. On voit déjà le résultat à 18 ans, alors imaginez 17. » Franck a commenté « Certains sont déjà des dangers publics avec un vélo à cet âge, alors au volant d'une voiture. » Mais il y a quand même des internautes qui sont là pour prendre la défense des jeunes et qui seraient même pour l'abaissement de l'âge de l'obtention du permis de conduire. Véro a écrit pour, après 2 ans de conduite accompagnée et beaucoup de kilomètres, pas de problème. Sophie est également pour et elle a commenté, peu importe l'âge, tout dépend de la mentalité de la personne. 17 ou 18 ans, c'est pareil. Personnellement, je préférerais savoir ma fille dans une voiture plutôt que sur un scooter. Et Julien a répondu, l'âge n'a rien à voir avec le fait d'être compétent ou non dans sa discipline. Les personnes âgées qui n'ont plus les capacités de rouler, les conducteurs de voitures sans permis, les personnes qui consomment des substances, ça c'est un problème. Et enfin, pour René, on met la charrue avant les bœufs, que ce soit 16, 17 ou 18 ans, cela change énormément. À 18 ans, le jeune est majeur avec tout ce que cela entraîne, responsabilité civile, pénale, etc. S'il y a la possibilité de conduire à 17 ans, il faudrait en parallèle l'émancipation.
Guillaume Fluc, vous avez passé le permis de conduire à quel âge? C'était il y a longtemps, j'avais même passé la conduite accompagnée à l'époque, donc je l'ai passé à 18 ans. D'accord, alors vous vous en doutez, c'est évidemment pas pour aborder ce thème qu'on vous a demandé de venir aujourd'hui. Mais avant de parler proprement dit de la réorganisation au sein du CHS, il faut qu'on explique un petit peu aux téléspectateurs le principe de sectorisation en psychiatrie. Oui, tout à fait. La sectorisation en psychiatrie, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que ici, en tant qu'invité, vous avez pensé tout de suite à l'hôpital, un bâtiment, le CHS qu'on peut connaître à Sarreguemines. La sectorisation de la psychiatrie est apparue il y a fort longtemps. Je ne vais pas vous faire quelque chose de trop docte sur les textes de loi, mais on pourrait se rappeler par exemple la loi du 25 décembre 1970 et qui reconnaît une organisation administrative en secteur pour prendre en charge les malades. Donc c'est-à-dire qu'on va s'articuler. On parle bien de secteur géographique, ça veut dire que au sein d'un établissement hospitalier spécialisé du type le CHS, les patients vont être regroupés en fonction des communes dans lesquelles ils vivent et pas du tout en fonction de leur pathologie. Oui, tout à fait. Vous avez une cartographie au niveau national qui est très précise. À Sarreguemines, auparavant, on avait 5 secteurs avec des codes très précis, 57 G10, 57 G11, qui renvoient à des secteurs géodémographiques. Ces secteurs renvoient à des secteurs du territoire. On a le secteur de Sarreguemines, le secteur de Bitche, le secteur de Frémin-Merlebach, le secteur de Forbach. Ce qui peut paraître paradoxal parce que finalement, du coup, on est soigné en fonction de là où on vit et pas du tout en fonction de la pathologie qu'on a. Cette histoire de sectorisation, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du tout des pathologies, sauf certains cas précis, notamment pour les addictions, toxicologie, alcoolologie, restent traités séparément, mais sinon on regroupe ensemble des patients juste en fonction de leur secteur géographique. Là, vous m'emmenez sur un terrain assez complexe, mais on pourrait plutôt penser que cette sectorisation facilite l'accès aux soins. Où qu'on soit sur le territoire, on va avoir un centre médico-psychologique, on va avoir un PC médical avec un établissement psychiatrique pour répondre à tous les besoins. Et vous mentionnez la dictologie. Parfois, éventuellement, suivant l'offre de soins du territoire, on va pouvoir s'appuyer sur des unités de recours, comme on va voir sur la dictologie à Sarreguemines. Et puis on garde aussi tout ce qui est infanto-juvénile à part, pas mélangé avec les adultes. Il faudrait introduire une nuance. Vous avez des secteurs et vous avez parfois des intersecteurs, ce qui est souvent le cas. On parle communément de secteurs de psychiatrie adulte générale et vous avez la plupart du temps des intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile, en lien avec la démographie médicale aussi. Alors, pour organiser tout ça, au CHS, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 semaines, il y avait 4 secteurs géographiques. Donc il y avait Sarreguemines et bien sûr les communes alentours, Bitche et les communes alentours, Forbach et les communes alentours, et Frémin-Merlebach et les communes alentours. De 4 secteurs, tout d'un coup, depuis 2 semaines, on est passé à seulement 2 secteurs, donc Bitche, Sarreguemines qui ont fusionné en un, Forbach, Frémin-Merlebach qui ont fusionné en un. Pourquoi? C'est pour faire des économies financières au CHS? Alors oui, mais pas seulement. Sur le premier point, sur la performance, appelons-la comme ça, on estime que la taille d'un secteur, le gabarit national, ce sera autour de 80 000 habitants. Sur les secteurs que vous avez mentionnés, Sarreguemines, 55 000 habitants environ, au-delà de la ville. Bitche, 35 000 habitants. On arrive à 90 000 habitants. Donc on se rapproche de ce gabarit. Pour Frémin-Merlebach et Forbach, on va arriver en additionnant Frémin 55 000 habitants, Forbach 75 000 habitants, on va être un peu au-dessus du gabarit. Mais effectivement, on va se rapprocher de ce gabarit et on va rechercher un effet de mutualisation. Il n'y a pas que ça qu'on va rechercher dans les nouveaux pôles. Bien sûr qu'il y a ce but-là, mais il y a aussi le but de pouvoir consolider l'accès aux soins. Au niveau des secteurs, si vous en avez moins, on peut espérer que ça va faciliter la communication entre ces secteurs, harmoniser les prises en charge. Donc ça, c'est un des effets peut-être les plus rapides qu'on va avoir au niveau des patients. Ensuite, le fait de regrouper les secteurs, ça va nous permettre de poursuivre nos spécialisations, puisque c'est la voie de la médecine moderne, dans nos domaines d'excellence. On a mentionné la dictologie. Par cette réorganisation polaire, on va pouvoir constituer un pôle d'excellence, dangerosité et addictologie. On rappellera opportunément que le CHS de Sarreguemines est l'établissement psychiatrique qui compte le plus d'UMD en France, avec des projets tout à fait novateurs dans ce secteur. Donc les UMD, les unités pour malades difficiles, il faut qu'on traduise un tout petit peu pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait de toutes les abréviations. Mais il n'y a pas que ça, on pourrait penser également à tout ce qui est promotion de la réhabilitation sociale,
social, où on doit encore aller plus loin en termes de rétablissement, en termes d'inclusion sociale, en termes de citoyenneté des patients. Et aussi, n'oublions pas, notre cœur de métier, la psychiatrie générale. Vous n'êtes pas sans savoir que la démographie médicale est fragile. Le fait de mutualiser les pôles va pouvoir permettre de consolider l'accès aux soins pour les patients. Et du côté du personnel, comment ils l'ont pris? Est-ce que ça s'est fait réellement sans grincement de dents, cette réorganisation? Alors, c'est toujours difficile de parler au nom de tout le collectif. Il peut peut-être y avoir des esprits plus chagrins, mais globalement, ce n'est pas un projet qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui a été largement concerté il y a bien longtemps dans le projet médical. C'est inscrit dedans et ça a été repris plus récemment. On a eu différentes concertations, notamment au niveau du directoire. Le directoire, c'est une instance composée principalement de médecins qui est chargé d'accompagner le directeur dans la gestion de l'établissement pour apporter tous les ajustements et toutes les précisions de manière à ce que la prise en charge soit pardon, pas la prise en charge, mais je raisonne en sautant d'un cran, de manière à ce que ce changement se fasse de manière le plus lissée possible. Je vais vous donner un exemple peut-être si j'ai le temps. Ça peut apporter énormément de choses pour le patient plus tard, mais à court terme, on cherche à ce que ça soit le plus lisse possible et que le relais soit le mieux passé possible au niveau des patients. Les médecins sont encore dans une phase de transition par rapport à tout ce qui va être dossier médical, tout ce qui va être accompagnement, étant donné qu'on change ce qu'il y a dans les pôles, en partie. Parce que l'idée avant tout de la sectorisation, c'était aussi d'avoir un suivi un peu dans la continuité et que les patients puissent avoir accès systématiquement à la même équipe médicale. Ça va perdurer. Mais sur une échelle différente avec cette fusion. Oui, alors ça, on garde ce principe d'un suivi par l'équipe médicale, mais à la marge dans cette réorganisation, pour les patients qui changeraient de praticien hospitalier, il y a toute une information, toute une pédagogie qui va être amenée par le praticien et toute une transmission finalement de l'accompagnement de manière à ce que ça soit le plus stable possible pour le patient. Mais encore une fois, le but à moyen long terme, c'est que pour le patient, il y a toujours cette qualité, cette continuité d'accès aux soins, ce qui nous semble essentiel. Et financièrement, vous espérez une économie de quel ordre? Est-ce qu'on a un chiffre dans le prévisionnel? Non, parce que c'est pas ça qui motive en premier lieu cette réorganisation. En tout cas, pas de manière aussi précise avec un objectif qui pourrait s'exprimer en pourcentage ou en somme nette. On est plutôt dans une démarche de performance et on est vraiment sur un projet stratégique dont il est difficile de quantifier les effets. Quelque part, un des meilleurs gains qu'on pourra avoir, c'est que tout ça, finalement, c'est un établissement qui bouge, un établissement qui a des projets. Et le meilleur gain, il n'est même pas financier. Ça serait que ce projet fédère, renforce notre attractivité, donne envie à des jeunes praticiens en psychiatrie de rejoindre nos équipes et de les consolider. Et là, si on arrive à faire ça, alors c'est la vision très optimiste du projet, mais je pense qu'on aura réussi. Et ça, on aura du mal à le chiffrer financièrement. Alors, en parallèle, vous avez aussi de nombreux chantiers qui sont en cours au CHS, d'autres qui vont encore démarrer. Est-ce qu'ils sont directement ou indirectement liés à cette fusion des 4 secteurs en 2 secteurs ? Pas tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment bien distinguer cette réorganisation polaire qui est plutôt une mise en œuvre stratégique d'une projection de l'établissement sur le territoire et ensuite vraiment dans les prises en charge. Pôle par pôle, il y a des choses qui changent, qui s'accompagnent de chantiers. On avait cité celui des UMD, on pourrait citer celui des appartements familiaux pour différents types de patients. Charcot. La dictologie, oui. Le regroupement du pôle infanto-juvénile. Mais tout ça, c'est des projets qui vont être davantage propre à un pôle, même si le pôle, c'est une strate intermédiaire de gouvernance entre les responsables de l'établissement, le directeur, la communauté médicale, enfin en tout cas les chefs de pôle, et aussi les équipes. Le pôle, quand on regarde ce qu'est un pôle, historiquement c'est un peu plus récent que les secteurs. Le pôle, ça date de 2005, et l'idée c'était de ramener certaines décisions au plus proche du terrain. Donc c'est une vaste perspective, je ne sais pas si on a partout tout à fait réussi cette ambition, mais il y a cette idée de pouvoir déléguer une partie de certains aspects au plus près du terrain de manière à prendre les meilleures décisions. Ce qui fait assez sens, finalement c'est le principe de subsidiarité le pôle. Mais sans une autonomie totale, sans recréer des établissements dans l'établissement.
Ok, et bien merci beaucoup Guillaume Fluck pour vos explications. Place maintenant à C'est mon kiff, puisque chaque mardi, ce sont les jeunes aussi qui sont mis à l'honneur sur Mosaïque Cristal. Marie-Morgane, tu nous présentes qui cette semaine? Alors aujourd'hui, c'est Liséa qui présente son kiff. Sa passion à elle, ce sont les vidéos. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Lily Rêveuse, qui compte déjà plus de 17 000 abonnés. Et elle a déjà publié une centaine de vidéos. Et elle en a créé une spécialement pour Mosaïque Cristal. Regardez. Bonjour, moi c'est Liséa, j'ai 13 ans, ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et j'aimerais devenir actrice comme Millie Bobby Brown. Merci beaucoup Liséa pour ta vidéo, et si toi aussi tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff, c'est simple, tu peux nous envoyer tes vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane. Avec plaisir. Le mardi, c'est aussi le jour où on vous emmène en balade. Cette semaine, notre magazine On Tour vous fait découvrir un morceau du patrimoine industriel de la région, la mine, au parc Explore Vindel. En 2004, la dernière mine de charbon de France cessait son activité. Depuis, le parc Explore Vindel se fait un devoir de préserver la mémoire de cette activité. Flora et ses invités vont tout vous expliquer. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose un nouveau numéro consacré au parc Explore Vindel de Petite-Rosselle. Vous allez voir que cet ancien siège des mines Vindel, devenu musée, accueille de nombreux visiteurs et dispose d'espaces incroyables. Mais avant de découvrir tout ça avec nos hôtes du jour, petit retour sur l'histoire du site et sa transformation en musée. L'aventure charbonnière commence à Petite-Rosselle en 1856 au puits Saint-Charles, à 2 pas de ce qui deviendra le siège Vindel, aujourd'hui parc Explore Vindel. Le siège Vindel cesse son activité en 1986, mais une partie des infrastructures du site sont encore utilisées jusqu'en 1989 pour d'autres puits de la concession Vindel. Dès 1988, les houillères du bassin de Lorraine acceptent la mise à disposition du site Vindel dans une perspective de sauvegarde du patrimoine minier. C'est le début de l'aventure du musée Les Mineurs Vindel. La mine Vindel ouvre ses portes au public en 2006. Il s'agit du seul site minier français présentant les techniques d'exploitation du charbon utilisées jusqu'à la fermeture de la dernière mine française en 2004. On y découvre la cage, seul moyen d'accès au chantier, et c'est une plongée grandeur nature dans l'univers des galeries de creusement. Avec en prime l'ambiance sonore qui régnait au fond. 1500 tonnes de matériel ont été installées dans cette mine pour faire comprendre, apprendre et toucher aux visiteurs les techniques d'extraction de la houille.
Le musée Les Mineurs Vandel a pris place dans l'ancien bâtiment des mineurs. Sur 1800 mètres carrés, on y découvre le quotidien des mineurs. Ici, c'était le passage obligé de chacun avant et après sa journée de travail. Bains-douches, salle des pendus, lampisterie, le tout ponctué d'espaces d'exposition retraçant l'origine du charbon, ses utilisations, l'épopée du charbon lorrain, mais aussi les métiers de la mine et la vie quotidienne des mineurs. Un troisième volet de visite se trouve à l'extérieur. Le carreau de mine est accessible gratuitement. 10 bornes didactiques trilingues sont installées à proximité des principaux bâtiments composant une mine de jour. La visite permet de découvrir l'histoire du carreau Vandel et son évolution depuis les années 50. Guidée par d'anciens mineurs, la visite de ce site est un voyage unique au cœur d'une histoire industrielle chère à toute une région. Alors Gérard Bruck, vous êtes président du syndicat mixte du musée de la mine et c'est avec vous que je démarre ma visite. Alors premièrement, expliquez-moi quelle est la vocation de ce site? La vocation du site, c'est tout d'abord effectivement de maintenir un site minier dans son intégralité, un peu pur jus avec quelques aménagements pour pouvoir expliquer avec une très grande pérennité quelle était l'histoire, la culture des mineurs ici en Lorraine. Et alors quel type de public vient ici? Est-ce que ce sont des locaux, des étrangers, des groupes, des scolaires? Expliquez-nous un peu. Alors j'aurais pu vous donner une réponse, disons, tous les types de publics. En fait, sur 60 000 entrées par an, nous avons 40 000 Lorrains, dont 3 000 Mosellans. Nous avons 5 000 Alsaciens. Nous avons environ 1000 personnes de la région parisienne. Nous avons 2000 Allemands, donc en groupe individuel et des scolaires. Nous avons 10 000 scolaires par an. Ça fait quand même un sacré nombre de personnes qui viennent ici. Il faut gérer tout ça en interne, hein. C'est tout à fait à la hauteur des attentes, dans la mesure où nous avons effectivement une partie des installations qui est un musée de France et une autre partie d'installation qui sert à la découverte de la mine au fond, comme ça se pratiquait jusqu'en 2004. Et alors, en 2019, est-ce qu'il y a de nouveaux projets, des nouveaux aménagements, des choses qui vont arriver cette année ? Oui, 2019, dès le mois prochain, nous allons illuminer un premier chevalement sur le site. Et puis, dès le mois de septembre, nous allons pouvoir illuminer les 2 autres chevalements sur le site. Donc, en complément de l'esplanade extérieure que l'on voit, les avions qui passent jusqu'à Sarrebruck actuellement peuvent voir 1000 m² de surface en résine rouge à l'extérieur. Oui. On nous interpelle un peu là-dessus. Ensuite, il sera possible de découvrir le site de loin et nous allons lancer les premiers travaux de réalisation d'un restaurant d'ici la fin de l'année. Donc il y a beaucoup de choses au programme. En attendant que tout ça arrive, est-ce qu'on continue la visite ensemble? Bien sûr. C'est parti. Alors là, Gérard Bruck, on se trouve dans un endroit un petit peu insolite, un lieu qui est habituellement pas du tout ouvert au public. Non, effectivement, l'atelier Locomo dans lequel nous nous trouvons représente une des nombreuses facettes sur le site. Donc, nombreuses facettes veut dire que certaines facettes ne sont pas visibles tous les jours par les visiteurs. Donc, lors de journées insolites, de journées du patrimoine, on ouvre une cellule puis une autre pour compléter l'attractivité du lieu. Oui, parce qu'en fait, ici, il y a plusieurs sites avec différentes choses qui sont montrées. Expliquez-nous, il y a à la fois le musée, à la fois une reconstruction de la mine. Effectivement, il y a notre musée de France, il y a effectivement la reconstitution des galeries au fond de la mine avec ces grandes machines, avec ces vidéos, donc où tout le monde s'amuse pleinement. Mais on a effectivement les espaces extérieurs. Nous sommes sur un site qui fait 50 hectares, traversé par une piste cyclable, des pistes de randonnée. Le visiteur du musée peut venir pour l'un ou l'autre des musées, tout simplement pour se promener, peut accéder en fonction des événements à la salle du lavoir, peut se restaurer, peut participer aux différentes activités
activités en cours d'année. Les enfants peuvent venir avec des jeux de piste, des QR codes, découvrir le modernisme au service de l'ancien. Ah, il y a énormément de choix en fait. Alors c'est quoi les grandes dates à retenir et à ne pas manquer pour 2019? Alors les dates à ne pas manquer, pour faire court, sur le site internet on retrouve le programme très diversifié en cours d'année. On retiendra avant tout et surtout la date du 23 juin de cette année avec une forte reprise de l'activité, la mine en fait, donc les traditions populaires des mines et des mineurs en Lorraine depuis 1980 jusqu'à l'an 2000. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire ici. Il suffit de regarder sur le site internet pour se documenter et avoir toutes les informations. Merci en tout cas pour cette visite. Et puis on va s'intéresser maintenant aux hommes, aux mineurs dont vous faites partie d'ailleurs, oui. Puisque ce sont eux les témoins de ce quotidien au fond, parfois même dangereux. On les écoute. La première descente était particulière. Ah, ça c'est toujours la question. On en rêvait déjà depuis pas mal d'années, les jeunes. C'est impressionnant quand même, on descend à 12 mètres secondes, c'est un lâcher, quand on ouvre les freins, bon, ça va assez vite quand même, et puis le freinage après, oui, il y a un haut le cœur qui se fait. La première fois qu'on descendait, on avait quand même une appréhension de descendre du fait que ça faisait ce yo-yo là en plus. Hein. Et au fond de la mine, dans le noir complet, juste la lampe à casque, c'était assez impressionnant. Ça, à 17 ans, c'est vrai que c'était particulier, c'était dur. Ma première descente, c'était à Simon 3, où des anciens, pour me faire peur, m'ont amené une fois dans la cage et m'ont descendu jusqu'au fond. Et à un moment donné, ils ont même procédé à un tir à l'explosif et un gros boom. Alors là, on a peur, quoi. Notre équipement, c'était le bleu de travail, le casque, la lampe, mais les chaussures. Alors que là-bas, il fallait absolument avoir les bottes. Donc on nous a laissé descendre un peu sans nous prévenir. Donc on est arrivé au fond, on a marché dans la gadoue, la boue rentrait dans nos chaussures, c'était des chaussures montantes évidemment, des chaussures de sécurité, mais l'eau et la boue rentraient dans les chaussures, le lendemain on avait les bottes. Oh, et ils rigolaient. Bon allez, on remonte. Alors ils m'ont mis dans la cage, on remonte. C'était donc ma première impression. On connaissait tout, mais voilà, on allait quand même vers l'inconnu, la réalité. C'était très dur, ouais. Et je voulais pas rester. Au bout de la première semaine, en rentrant à la maison, quand ma mère m'a posé la question, alors comment ça se passe au fond? J'ai dit, maman, je reste pas. C'est trop dur. Il n'y a que des fous au fond. Et puis j'y suis resté 31 ans. On s'habitue, hein, c'est tout, mais c'était assez dur quand même. C'est un travail assez pénible quand même. Déjà, vous êtes toujours dans la poussière, vous êtes complètement noir quand vous remontez du fond de la mine. Donc il faut se laver avec du savon de Marseille. Hein. Et puis vous savez comment que faisaient les mineurs, ils allaient dans les bains-douches, ils se lavaient le dos mutuellement. Quoi. Ce métier, oui, c'était un métier d'homme, c'était un monde d'hommes. Hein. C'était assez particulier, mais une fois qu'on était intégré, c'était quelque chose de sensationnel. Ouais. Ah, voilà, le clou de la visite, il paraît que c'est avec vous, Rémi Vin, que je vais le vivre. Oui, tout à fait. Alors vous êtes ancien mineur, c'est ça? Exactement, oui. C'est quoi votre rôle ici? Alors ça fait 4 ans que je suis guide ici, donc j'accompagne les visiteurs, également les scolaires, et je fais également des permanences techniques pour les ouvertures et les fermetures du site, voilà. D'accord. Et alors j'ai entendu dire qu'on allait descendre dans la mine. Tout à fait, oui, on va prendre une cage et on va voir ça de plus près. Eh ben allez, voilà. On y va, et comme on dit ici, Glückauf. Voilà.
ça y est, on est dans l'une des galeries et on se trouve devant une machine emblématique en fait. Hein. Oui, tout à fait, c'est l'Electra 2000, donc c'est la dernière génération de haveuses qu'il y avait dans les mines ici en Lorraine. Voilà, une machine très performante d'ailleurs. Voilà. Et alors qu'est-ce que ça apporte le fait que les guides ici soient des anciens mineurs? C'est quoi l'avantage? Donc il y en a certains, on n'est pas tous anciens mineurs, mais bon, ça permet peut-être aux gens d'avoir une meilleure compréhension du métier de mineur avec des gens qui ont eu de l'expérience dans le domaine. Voilà. Ça permet aussi d'avoir des anecdotes par rapport à certaines situations, voilà, qu'on peut raconter à nos visiteurs. Et alors pour vous, comment vous le vivez ça d'être un guide aujourd'hui? Bah, ça fait plaisir, hein. Nous ça fait perdurer un peu le métier quoi, de mineur, et surtout pour les générations suivantes, ça permet de montrer un peu ce que c'était cette entreprise hein, et les charbonnages de France hein, qui a quand même fait vivre beaucoup de gens dans la région, hein, jusque dans le pays de Beach hein, notamment. Voilà. Donc voilà, et pour nous forcément c'est très intéressant et très valorisant en tant qu'ancien mineur de pouvoir faire visiter notre industrie aux plus jeunes. C'est sûr, et en tout cas nous on a plaisir à entendre toutes vos explications et toutes vos anecdotes. Voilà. Alors on va s'intéresser maintenant à un objet incontournable dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, c'est la lampe de mineur. Alors expliquez-moi un petit peu, vous en aviez une? Non, pas personnellement, hein. Donc, vu que j'étais pas à l'exploitation proprement dit, donc c'était les chefs d'équipe ou les chefs de taille qui possédaient ces lampes de mineur, ces lampes à flammes, qui servaient notamment à mesurer la teneur en grisou qu'il pouvait y avoir dans les galeries. Donc c'était des lampes à flamme, donc un réservoir d'essence, une flamme, et c'était d'après la longueur et la hauteur de la flamme que les mineurs arrivaient à déterminer la teneur en grisou qu'il pouvait y avoir dans les galeries. Arrivé à un certain seuil, il fallait prévenir donc le service aérage, les gens qui étaient chargés de ventiler davantage les galeries pour faire diminuer la teneur en grisou. Et pour éviter le risque. Pour éviter le coup de grisou, le risque d'accident dans les galeries. Oui, donc indispensable comme outil. Tout à fait, qui ont été remplacés plus tard par des appareils plus modernes, des grisomètres et des capteurs à grisou. Voilà. Et puis vous allez voir que l'utilisation de cette lampe à flamme était très réglementée. Regardez. Au fond, chaque lampe est précieuse. Dans un espace de travail obscur, la lampe est indispensable, mais aussi dangereuse. Au contact de la flamme, le grisou peut provoquer une explosion. La lampe a progressivement évolué pour plus de sécurité. La flamme fut totalement isolée de l'air ambiant par différents dispositifs et son alimentation aussi a suivi l'évolution des carburants, pétrole, huile et enfin essence. La lampe était allumée avant la descente et tout ouvrier ayant ouvert sa lampe au fond était licencié sur le champ. Même à l'arrivée des lampes électriques, la lampe à flamme n'a pas complètement disparu. Elle servait surtout de détecteur de grisou avant d'être remplacée par des grisomètres plus efficaces. Voilà, ça y est, on est remonté à la surface. J'espère que cette visite avec nous vous a plu. En tout cas, si vous avez aussi envie de venir découvrir ce lieu, toutes les informations sont disponibles sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro On Tour.